Bonjour Valentin. Salut Charles. Aujourd'hui, tu viens nous parler un petit peu de ton parcours, de ta Ouais. société. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est que WebExpert? Alors, moi, j'ai cofondé une boîte qui s'appelle WebExpert il y a 10 ans maintenant. Et en fait, on est une agence digitale et on s'est ultra spécialisé autour des métiers du B2B et notamment de la distribution B2B. En fait, quand tu fais une analyse de marché rapide, tu te rends compte que beaucoup de marchés de masse font un peu vibrer les gens. Donc, énormément de grandes marques se déploient au niveau du B2C. Et en fait, le B2B représente une très très grosse majorité des flux et des échanges commerciaux en France et dans le monde. Et c'est vrai que c'est un marché qui est en cours de transformation digitale, mais qui est, mine de rien, encore un petit peu en retard en termes de digitalisation. Et donc, chez WebExpert, on a démarré il y a 10 ans comme une agence un petit peu 360. Et c'est vrai que on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait un vrai besoin autour de ces métiers B2B. Et on a décidé de s'ultra spécialiser. Le marché bouge beaucoup et donc il faut vraiment avoir une proposition de valeur assez forte pour pouvoir faire la différence. On a pris la décision de se spécialiser en e-commerce B2B, donc entre les professionnels. Et c'est plus que du e-commerce, c'est finalement du commerce digital entre professionnels. C'est quoi la différence pour toi B2C, B2B? En fait, ça reste du commerce finalement. Alors, B2B, B2C, ça reste du business. Il y a une grande différence en fait entre le B2C et le B2B. Dans le B2C, tu vas vendre à du particulier, à n'importe qui, à toi et moi, ce que fait Amazon, ce que font tous les géants de ce monde. Euh, mais dans le B2B, c'est la relation entre business, donc c'est-à-dire vendre à des entreprises. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu vas chez Leroy Merlin, typiquement, c'est du B2C, c'est-à-dire tu vas acheter une clé à molette, tu vas acheter un disjoncteur, tu achètes ce que tu veux. Euh, mais le prix est le même pour tout le monde. En tout cas, les conditions commerciales sont les mêmes quasiment pour tout le monde. Et c'est vraiment un marché de mass market. Dans le B2B, on va retrouver des relations interprofessionnelles en fait. C'est-à-dire que quand tu achètes en tant que pro, tu achètes à un prix spécifique avec sur stock, parce que ce que toi tu as acheté, c'est pas pour toi. Ce que tu as acheté, c'est parce que tu vas le revendre à quelqu'un d'autre. Tu vas avoir des conditions commerciales spécifiques, tu vas avoir des conditions logistiques spécifiques, du conditionnement, des volumes, des remises, des catalogues restreints, des marchés, des accords, des contrats. Et en fait, c'est toute cette complexité de la relation entre professionnels qui est pas évidente à aborder, et notamment aborder sur des canaux complètement digitaux. Et donc chez WebExpert, on a pris à bras ce sujet et on est devenu des ultra spécialistes de l'omnicanalité B2B, c'est-à-dire concevoir des outils digitaux qui permettent aux distributeurs, aux retailers, aux entreprises du B2B de transposer sur le digital leur manière de faire du business avec toutes les complexités qui va avec la relation entre professionnels. Ouais, en fait, le B2B, c'est un petit peu le sur-mesure, là où le B2C, c'est du prêt-à-porter finalement. Si on peut le généraliser, c'est grosso modo c'est ça, ouais. Et du coup, comment a évolué les technos là-dessus? Comment vous avez commencé? Où est-ce que vous en êtes? C'est quoi les nouvelles tendances et vous venez d'où là-dessus? Alors, nous, ça fait grosso modo à peu près 10 ans, tu vois, qu'on fait du e-commerce et qu'on accompagne des pros à digitaliser leur métier. Sur la spécificité du B2B, si tu prends 2012-2013 quand on a démarré, on était plutôt sur des technos du type WordPress WooCommerce. Donc en fait la brique catalogue de WordPress, puisque les distries ou en tout cas le B2B, si vous voulez utiliser des produits pré-packagés, c'est-à-dire des CMS, ce qu'on appelle des CMS accessibles sur le marché, en fait, ils partaient sur des solutions type WordPress avec la petite brique marchand de WooCommerce qui permettait de faire plutôt des catalogues en ligne. Rapidement, le marché il a évolué, c'est-à-dire que dans les années 2014-2015, il y a eu l'avènement de ce qu'on appelle les CMS monolithiques, j'y reviendrai après, mais comme PrestaShop par exemple, Magento, il y en a plein d'autres, mais pour donner en tout cas ceux qui sont assez présents en France, c'est ceux-là. Et ça, c'est des CMS qui sont du coup e-commerce. C'est-à-dire que le but, c'est un back-office. En fait, comment on peut concevoir un CMS? Un CMS, c'est un moteur. Tu faisais l'amalgame avec le prêt-à-porter, je te fais l'amalgame avec l'automobile. Un CMS, en fait, c'est un moteur qui est pré-construit, qui est pré-packagé, et toi, tu viens construire par-dessus toute la carrosserie, d'un point de vue web, en fait.
Et l'avantage de ces CMS-là, on sait que dans une bagnole, le truc le plus cher, c'est le moteur. Donc forcément, le fait d'avoir la carrosserie à ton image, à l'image de ton entreprise ou selon tes besoins, ce qui est le cas aujourd'hui, puisque tu peux choisir quasiment toutes les options que tu veux dans une bagnole. Le seul truc que tu peux pas choisir, c'est la manière dont le moteur il est monté, parce que c'est la pièce qui coûte le plus cher. Et donc, elle te permet d'industrialiser, elle te permet d'aller plus vite et de descendre les coûts. Donc en fait, ce qu'ont fait les CMS type PrestaShop, Magento, c'est qu'ils ont descendu les coûts sur le marché parce que d'un coup, je pouvais créer une boutique en ligne avec un catalogue de produits, mes photos, mes produits, mes descriptions, avec par exemple PrestaShop, qui est une solution française. Et c'était super parce que j'avais déjà un moteur préconstruit, j'avais plus qu'à travailler ma façade, ma boutique, ma marque en ligne en fait. Et donc c'est là où il y a eu l'avènement de ces technos-là avec Magento qui est récemment, il y a quelques années, racheté par Adobe, donc qui est devenu une solution américaine qui est devenue un géant mondial. Et puis PrestaShop, toujours les petits Frenchies, on aime bien avoir nos propres solutions. Et PrestaShop, qui est une très très belle boîte, mais qui du coup a eu son avènement sur le CMS e-commerce il y a, on va dire, maintenant une petite dizaine d'années. Et puis comme toujours, le B2C, donc c'est-à-dire la vente entre particuliers, elle dynamise le marché du e-commerce. Il faut comprendre que le monde du e-commerce, ceux qui innovent et ceux qui défrichent le terrain, c'est le B2C en fait. Donc on s'est retrouvé rapidement avec des solutions qui ont évolué. Et vers 2020, même un peu avant, hein, grosso modo, il y a 5-7 ans de ça, celui qui a cassé le game, en fait, hein, dans le monde du e-commerce, c'est Shopify. Ouais, justement, j'allais t'en parler. Shopify, justement, qu'est-ce que ça a changé par rapport au techno dont tu parlais juste avant? En fait, le truc génial avec les CMS, c'est tu crées un serveur, tu te montes ton petit PrestaShop dessus, et donc c'est une techno qui est gratuite, donc tu le mets, mais c'est juste qu'il te faut le moteur, il te faut un serveur, il faut installer ce site sur ce serveur, il faut un petit peu de compétences techniques, pas beaucoup, mais un petit peu de compétences techniques pour pouvoir faire tourner ton site. Et puis forcément, tu as une notion de scalabilité, puisque le sujet étant open source, donc la techno étant gratuite, tu l'installes sur un serveur, mais le serveur, pour faire des ventes, il faut qu'il ait la bonne taille, la bonne configuration, donc il y a toujours un petit peu de dimension. Et puis un investissement matériel, du coup, assez... Ouais, un investissement matériel. Il y a un billet à mettre au début, du coup, si tu veux lancer ton truc. C'est ça. Quoi qu'il arrive, il y a un billet à mettre au début, parce que il faut concevoir quelque chose, que ce soit en temps ou en argent, il faut forcément le faire, mais c'est l'idée. Et la solution qui a cassé le game, en fait, c'est Shopify. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, entre guillemets, hein, on s'est retrouvé avec une solution dite SaaS, donc en fait, sur laquelle tu payes une licence. Et en payant cette licence-là, ça te donne le droit à un produit préconfiguré, prêt à démarrer, en fait. Et là, c'est l'avènement du e-commerce B2C, c'est-à-dire que Shopify a clairement explosé. Aujourd'hui, c'est une boîte qui est cotée, qui est absolument... Enfin, c'est vraiment... Ils ont fait un truc absolument génial. Et c'est ce truc-là qui a permis de faire ce qu'on appelle du dropshipping, où les gamins dans leur chambre, ils achètent un truc, ils sourcent en Chine, ils font un site joli, ils renvoient ça. Exactement, ça a ouvert le e-commerce à d'autres marchés, parce que tu te retrouves avec des mecs, c'est exactement ce que tu dis, des mecs qui ont 20 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le monde de l'influence qui m'expliquent comment tu montes ton site, comment tu fais du dropshipping. Ils achetaient des trucs en Chine, ils les revendaient partout dans le monde, et puis ils faisaient ce qu'on appelle du dropshipping. Et en fait, ce qui est intéressant dans le mode SaaS, c'est-à-dire quand tu payes une licence pour avoir ton produit, c'est que du coup, c'est la personne, ou en tout cas l'entreprise, en l'occurrence Shopify, qui prend la charge pour toi. C'est-à-dire qu'elle fait tourner ton serveur, elle fait tourner le site sur ton serveur, tu ne fais que de la configuration. Et donc, forcément, ça change largement le game, parce que tu rends beaucoup plus accessible. Mais encore une fois, on est passé d'un monde où le e-commerce était devenu complètement sur mesure à un monde où on a inventé finalement les CMS. De ces CMS qui nécessitaient un petit peu de technique, on est passé à un monde où en fait on a maintenant des CMS SaaS, c'est-à-dire que tu payes une licence mensuelle et tu as un produit prêt à tourner. Donc ça a rendu complètement accessible et ça a largement démocratisé la capacité des gens à se lancer en e-commerce. La seule différence, et c'est toute la thématique que nous on traite, c'est que c'était des modèles qui étaient faits pour vendre, je suis un peu vulgaire, mais pour vendre des godasses et des t-shirts en ligne. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vends à des particuliers, tout le monde a le même prix, ton catalogue produit il est relativement restreint, tu n'arrives pas avec 500 000 références produits. Tu vois. Et donc pour des boutiques comme ça fonctionnait. Et malgré ce changement technologique, Shopify est toujours encore une solution très orientée B2C. Je veux monter une boutique pour vendre aux particuliers. Et le B2B dans tout ça.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, Shopify, qu'est-ce que ça n'a pas pu vraiment aider le B2B sur ce que tu disais, l'histoire de chacun son prix, chacun son stock, etc. C'est des choses que Shopify ne permet pas, en fait. C'est exactement ça. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de se lancer en B2B, Shopify. Ils ont bien compris le sujet, mais il y a quand même un certain nombre de freins qu'ils lèvent pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un mode SaaS. Et donc, qui dit mode SaaS, dit nécessairement payer une licence. Et donc, quand tu parles de B2B, tu vas payer une licence sur tes volumes, mais tu vas aussi payer une licence sur tes transactions. Et on réadresse à le sujet après, mais si tu prends l'exemple d'un retailer B2B qui vend, je sais pas, de la pièce auto ou du matériel électrique à des professionnels, il fait 50 millions de chiffre d'affaires. Ce mec-là, il les fait déjà, ces 50 millions de chiffre d'affaires. Le fait de digitaliser la relation d'affaires avec ses clients, ce n'est simplement que laisser partir une partie de son chiffre d'affaires sur un autre canal de vente, mais ça va pas lui faire beaucoup plus. Son but, c'est pas de faire 3 fois plus de clients. Son but, c'est d'offrir du service à ses clients pour pouvoir développer son courant d'affaires, fidéliser ses clients. Ça veut dire que sur admettons, il fait 50 millions de chiffre d'affaires, sur ces 10 millions de chiffre d'affaires qui va passer en ligne, il va payer une fee à Shopify. Tu vois, mais il va pas augmenter X%, je crois que c'est de l'ordre, ça dépend des volumes, et puis à ces volumes-là, ça se négocie, mais on parle d'un demi ou d'1%. Donc, est-ce que tu es prêt à payer 100, 200K tous les ans pour avoir pour payer les frais d'un business que tu as déjà, de vente que tu as déjà? En plus de ça, ça va pas changer le fait qu'il va te falloir que tu sois accompagné pour créer ton site, parce qu'il va falloir interconnecter avec tes outils, ton PIM, ton WMS, ton ERP, etc. Donc ça change pas le coût d'amorce, mais en plus de ça, tu vas avoir un coût de run qui va être énorme. Et du coup, Shopify, certes, ils sont en train de se spécialiser en B2B, mais aujourd'hui, je le vois sur le terrain, ils répondent pas aux besoins B2B actuellement, parce que t'as pas envie d'aller lâcher 150 ou 200K tous les ans dans une solution qui va certes scaler automatiquement, te permettre, voilà. Et puis après, il y a aussi un autre sujet, mais alors là, il est un petit peu plus générique, il est plus politique, c'est que le fait de consommer un produit SaaS, c'est eux qui gèrent ton hébergement, c'est eux qui gèrent ta base de données, et donc c'est eux qui gèrent l'hébergement de cette solution-là. Ouais, t'es pas chez toi, quoi. Alors, au-delà de pas être chez toi, ta data part chez eux, et en fait, c'est des infrastructures qui sont principalement américaines. Et donc, voilà, sans rentrer dans la politique, c'est pas le but d'aujourd'hui, mais forcément, il y a en tout cas en Europe et notamment en France, les gens sont de plus en plus regardants sur où sont mes données, est-ce que je suis chez Amazon, chez Google, chez machin. C'est pas le sujet de qui est le meilleur. Le sujet, c'est de dire que ces infrastructures-là s'appuient avec un choix restreint sur cet hébergement-là. Donc, finalement, entre le choix de l'indépendance des données, les volumétries de chiffre d'affaires, les acteurs du B2B, finalement, n'ont pas de solution, ou avaient pas de solution jusqu'à maintenant. Parce que tu veux me faire un Magento, tu veux faire un PrestaShop, en fait, tu as des coûts de développement de malade, parce que c'est considéré, c'est construit pour imaginer une vente de godasses et de t-shirts, comme je disais tout à l'heure. Donc, résultat des courses, tu peux vendre de la déco, tu peux vendre des bougies, si tu veux, c'est pas le sujet. Tu peux vendre ce que tu veux avec ces solutions. C'est des solutions qui marchent d'ailleurs très bien, faut le dire. Mais elles ne répondent pas aux attentes spécifiques d'un retailer ou d'un distributeur B2B qui cherche à faire du business avec des conditions de business très spécifiques pour son client. Je te donne un exemple, c'est l'exemple le plus probant, les prix spécifiques. Ouais. Aujourd'hui, on fait des prix spécifiques en B2B, c'est normal. Toi, t'achètes chez moi, t'as des conditions tarifaires qui sont à toi. Je suis ton pote, donc tu me fais des bons prix. Par exemple. Mais sinon, t'as une autre personne qui va venir et elle va avoir d'autres conditions tarifaires. Donc, quand elle se connecte sur ton site ou sur le site, cette personne-là, en tant qu'acteur du B2B, elle va s'attendre à avoir ses propres prix. Donc imagine, tu as 50 oui, puis toi, tu veux pas que l'autre voit le prix que tu fais à l'un, alors, etc. C'est évident, mais au-delà de ça, c'est surtout... tu arrives dans un truc où tu as 50 000 rêves produits, tu te retrouves avec 2000 clients, je te laisse faire le calcul, ça fait 1 million de combinaisons de tarifs. Et ça, des solutions, et je vais venir sur la partie technique après, des solutions comme PrestaShop et Magento, elles ne savent pas gérer ça. Souvent, c'est géré côté ERP, donc côté système de gestion. Et donc, il faut créer des connecteurs qui sont complexes, des connecteurs qui sont lourds, ou alors, pire, et c'est ce qui se passe beaucoup dans le e-commerce aujourd'hui,
répliquer la donnée d'un système d'information à un autre. C'est-à-dire que c'est ta data, elle est à toi, elle existe, mais elle existe à plusieurs endroits dans l'entreprise. Et là, la problématique, c'est que tu te retrouves avec des potentialités d'incohérence. Ouais, et dans le B2B, il y a aussi beaucoup moins de droit à l'erreur que dans le B2C, parce que si tu dis à un client que ton stock est dispo, mais en fait il n'est pas dispo, alors dans le B2C, tu as un client qui est fâché, tu prends un mauvais avis sur Google, c'est gérable. Dans le B2B, tu peux perdre un contrat. Et là, on parle de pas une commande à 150 balles, mais peut-être de dizaines ou de centaines de milliers d'euros. Et du coup, les enjeux sont complètement différents et le niveau de précision et de finesse sur la partie digitale est complètement différent. Et donc, du coup, WebExpert, qu'est-ce qu'il a trouvé pour faire mieux alors, finalement? Alors, on a trouvé oui et non. C'est-à-dire que c'est une techno qui est sortie en... C'est ça dont je compare. C'est ça le truc. Parle-moi du game changer. Le game changer, en fait, c'est pour nous, c'est Medusa. Medusa JS, c'est une techno qui nous vient tout droit du Danemark, donc en plus elle a la chance d'être européenne, et c'est des mecs qui sont absolument brillants, qui ont imaginé une solution dite e-commerce headless, et elle a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle a une base technologique JavaScript, TypeScript, là où les solutions de base du marché, qui existent sur le marché aujourd'hui, ont plutôt une base PHP. Et la différence entre les deux, rapidement? Alors, on va parler plutôt de souplesse technologique, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas te retrouver avec une capacité une souplesse, une flexibilité d'intervention sur le code et de modification plus importante. Donc ça, c'est la différence qui existe. Et vu que c'est le cœur de la construction technique du truc, forcément, Medusa se présente comme un CMS ou en tout cas un headless e-commerce beaucoup plus souple que d'autres solutions. Pour reprendre l'analogie du moteur, finalement, avec cette techno, tu peux aller mieux régler ton carbu ou le moteur comme tu veux, comparé au moteur classique que tu fais Shopify qui est tout seul, quoi. Si on prend cette analogie, c'est l'idée. D'accord, ok. En fait, si je reviens un petit peu sur le mapping technologique qui existe sur le marché aujourd'hui, tu vas retrouver 4 grandes familles. On va avoir la famille de ce qu'on appelle les monolithiques. En fait, un monolithique, c'est quoi? C'est ce que fait PrestaShop, Magento, d'autres. C'est une solution dans laquelle tout est intégré dans le même, dans un bloc, en fait. Tu vas voir le front, c'est-à-dire la façade. Dans ce front, tu as la façade pour les clients et le back-office, donc la partie d'édition. Tu vas voir le back, c'est-à-dire toutes les fonctions et toutes les fonctionnalités. Et tu vas voir la base de données qui stocke l'information. Et tout ça au même endroit. Là où on voit sur l'application B2B où le monolithique il a ses limites, c'est que tout est au même endroit. Si je charge la base de données à fond sur 1 million de produits, vu que j'ai une corrélation directe entre la base et le front, en fait, j'ai une baisse de performance sur le front. Ouais, ok. Nécessairement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est des solutions qui sont pas faites pour monter en charge, en fait. Ça, c'est le premier sujet. Donc, ça, c'est les monolithiques. De l'autre côté, on va retrouver des headless. Le headless, c'est un peu la nouveauté, ça fait quand même quelques années que c'est en route, mais en gros, c'est vers là que va le e-commerce. Le headless, c'est quoi? C'est des moteurs qui ont une décomposition entre le front, le back et la base de données. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on utilise des API, donc des petits connecteurs, qui permettent de faire des services entre les différentes briques de l'outil. Ça fait des ponts. Okay. Tu as ton front, des API, ton back, des API et ta base de données. Et donc, du coup, tu as une meilleure maîtrise de la charge puisque ils sont découpés les uns les autres. L'un influe pas sur l'autre, en fait. Tu as juste un pont qui fait traverser. Et vu qu'il y a moins d'influence des uns entre les autres, tu as plus de souplesse sur chacune des thématiques. Tu as plus de souplesse sur la structure ou le choix de ta base de données, tu as plus de souplesse sur tes fonctions back-end et tu as plus de souplesse sur ta personnalisation front puisque, du coup, tu n'as pas forcément de corrélation et d'effet de chaînon qui fait que je peux pas modifier ça sur le front de mon site parce que y a ça en base de données ou ça dans la fonction back-end qui fait que ça rend les choses incompatibles. Donc encore une fois, le headless amène plus de souplesse. Donc ça, c'est les deux thématiques, monolithique, headless. Et ensuite, ce même marché-là est redécoupé encore en deux. Okay. On va retrouver les solutions dites open source. Donc, en gros, une solution open source, c'est une solution qui est développée par une communauté qui est gratuite. Donc, je la prends, je l'installe pour mon propre besoin dans sa version native et ensuite, je la personnalise selon mes besoins. Ou ce qu'on appelle du SaaS, c'est ce qu'on expliquait avec Shopify tout à l'heure, où c'est une solution où je paye une licence et j'ai un produit qui est prêt à rouler, pré-packagé et sur lequel je vais pouvoir ensuite construire une façade ou un front ou personnaliser, paramétrer. Et c'est là où la jointure elle est intéressante, c'est que le monde du e-commerce s'orientant principalement vers du headless,
il y a une domination assez forte du milieu du SaaS dans le headless. Pourquoi ? Parce que pour aller vers les nouveaux investissements e-commerce qui sont faits, forcément, il y a des boîtes qui ont mis beaucoup d'argent sur la table. En mettant beaucoup d'argent sur la table, elles ont forcément envie de faire un ROI dessus. Résultat des courses, et forcément, c'est des solutions qui sont dites SaaS. Et là où nous, on a trouvé la posture de Medusa.js ultra intéressante, c'est qu'en fait, c'est un des rares acteurs. Il y en a quelques-uns, mais qui ont des modes enterprise, donc c'est pas toujours très clair ce qui est possible de faire, etc. C'est quasiment le seul. Je dis quasiment parce que fâche pas les autres, il le faut aussi. C'est ça. Et puis il y a toujours une manière. T'as des développeurs qui vont dire ouais, mais non, parce que tu peux faire comme ci, comme ça. Mais grosso modo, Medusa.js pour moi est la seule techno open source headless qui répond à la fois avec une stack technologique aux derniers prérequis technologiques du marché, qui à la fois est open source, c'est-à-dire complètement gratuite à installer sous forme de package NPM, et en plus de ça, qui est headless, donc qui a cette architecture et cette construction par API front, back et base de données, qui fait qu'en fait, c'est pour nous, et c'est notre vision des choses après, le saint graal du CMS aujourd'hui, et plus spécifiquement pour le B2B. C'est-à-dire qu'on a enfin trouvé une solution qui va répondre aux attentes du B2B. Pourquoi ? Parce que le SaaS, on l'a expliqué tout à l'heure, ça fonctionne pas pour le B2B. Ouais. Parce que, alors ouais, c'est cool si tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, que tu as une petite boutique et que tu veux vendre 50 000 en ligne et que tu as un catalogue de 5 000 produits. C'est vrai que Shopify, c'est pas mal. Franchement, ils sont super. Maintenant, et puis ils sont un talent reconnu, enfin c'est une gage de sécu aussi. Shopify. Ouais, c'est un gage de sécurité. Voilà. Et puis il y a beaucoup de développeurs et d'agences qui connaissent Shopify, donc ça donne vraiment un choix pour faire quelque chose pas très cher et assez facile. Mais une grosse thématique chez le B2B, c'est l'automatisation. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bien, mais aujourd'hui, je te donne un exemple, tu es distributeur de matériel électrique. Par défaut, que tu fasses 1 million, 5 millions, 50 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de chiffre d'affaires. Tu as entre 600 000 et 1 million de références produits. Ouais, c'est énorme. Peu importe le chiffre d'affaires que tu fais. Donc, si tu veux aller sur le web, si tu es distributeur de matériel électrique, la réalité, c'est que ni PrestaShop, ni Magento, ni Shopify ne va permettre de répondre à très besoin. Tu peux mettre des serveurs avec tout ça, quoi. Alors, au-delà du serveur, c'est simplement que les solutions ne sont pas faites pour prendre la charge. Et en plus de ça, pire encore, sur ce million de références produits, chaque client à son propre prix, ses propres conditions, etc. Donc, ce métier est difficilement, en tout cas avant l'arrivée pour nous de Medusa, était difficilement digitalisable. Donc les mecs, ils avaient des catalogues en ligne, etc. Ou les géants de ce marché s'étaient payés des solutions complètement custom, complètement intégrées à leur système d'information. Donc voilà en fait le gros avantage qu'on voit dans Medusa, et pour nous c'est une techno qui a vraiment du sens pour plusieurs raisons. Un, de par sa stack technologique JavaScript, TypeScript. Deux, parce qu'en fait c'est aujourd'hui le projet e-commerce numéro 1 dans le monde sur GitHub, donc c'est clairement non négligeable. Et ils arrivent avec des performances qui sont borderline outrageantes parce que il y a quelques grands comptes qui montent sur leur site, tu vois, des gens comme VV, Enkane, Geely, la marque de véhicules, etc. Tu prends l'exemple d'Enkane, je crois qu'ils prennent 3 ou 500 ou 600 000 commandes, tu vois, en one shot. C'est vraiment de la capacité de monter en volume. Pourquoi ? Parce que même si tu as un front qui est pas ultra intense, tu peux, vu que tu as cette possibilité de composer, tu peux avoir un back extrêmement puissant, une base de données extrêmement puissante, et donc ça te permet de répondre à tes vrais besoins business. Donc ça, tu as une techno qui est mature pour pouvoir servir le B2B et pas être simplement une reproduction de ce que tu fais au téléphone ou commercial normal, mais pour pouvoir grossir tes ventes et passer à un cap, quoi, en fait. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que on a trouvé chez Medusa une techno qui rendait accessible aux distributeurs B2B et aux retailers de manière générale qui ont des larges catalogues produits avec des conditions spécifiques, à la fois la capacité technologique, et la flexibilité, la souplesse de personnaliser comme ils voulaient. Et donc, forcément, en fait, Medusa fait avec le B2B ce que Shopify a fait avec le B2C, c'est-à-dire casser les freins à l'entrée et abaisser la barrière minimale
pour rendre le sujet accessible en fait. Et nous, on a trouvé, étant spécialiste de la distribution B2B, aidant les entreprises B2B à digitaliser leur processus de vente, pour nous, c'était naturel qu'on devienne un partenaire de Medusa parce que, et qu'on se spécialise sur cette technologie-là, à la fois pour la réponse qu'elle apporte à notre clientèle et à la fois pour voilà, le côté technologique qui nous plaît beaucoup parce que forcément, quand tu as des équipes de dev, elles ont envie de travailler sur des technos qui sont à la fois innovantes, qui apportent aussi de la valeur. Et cette valeur, elle est non négligeable. C'est-à-dire que tu prends l'exemple d'un site e-commerce standard. Beaucoup de sites e-commerce standards sont gérés par une personne, par quelqu'un. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui met à jour les photos, qui met à jour le titre, le texte, le machin. Tous ces sujets qu'on va voir dans du e-commerce standard, c'est pas jouable dans du B2B. Ah oui, t'imagines, t'as 800 000 produits. Impossible. Alors maintenant, il y a les outils d'IA, etc. À une époque, il y a des mecs, c'était un métier qui existait, je crois qu'il n'existait plus, que c'était le métier de renommeur. Des fiches produits. C'était renommeur, c'est-à-dire que tu renommais le nom des fichiers pour que ça rentre bien dans la base de données. Enfin, tu vois, ça, c'est fini. Mais ça, c'est pas possible. Ouais. C'est plus. En fait, le B2B fait que les mecs, ils sont pas prêts à recruter 10 personnes pour se lancer en e-commerce. Et pour faire quoi? Pour avoir pas plus de clients aujourd'hui. Pour simplement offrir du service de digitalisation à leurs clients. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre dans le marché du B2B aujourd'hui, c'est que forcément, le marché, il change. Toi, tu pourrais être plombier, électricien ou maçon aujourd'hui. Tu es relativement jeune, tu utilises le digital. Résultat des courses, tu vas utiliser le digital dans ton perso, sur Amazon, sur Google, sur ce que tu veux, comme dans ton pro. Et donc, tu vas t'attendre à ce que tes partenaires professionnels t'offrent la même expérience d'achat que ce que tu peux avoir dans le B2C. Et donc là, il y a un bridge énorme. En fait, il y a un gap énorme entre la réalité de ce qu'on a envie comment on a envie de consommer. Parce que tu vas sur Amazon, tu fais un clic, tu as ta carte bancaire, tu as ton truc. Voilà, d'un point de vue purement e-commerce, c'est absolument des géants. Mais en fait, ça, c'est devenu... Il y a une normalisation en fait, de cet acte d'achat sur Amazon. Et donc, cette normalisation, elle se retrouve dans les relations interprofessionnelles. Où tu te retrouves avec des collectivités qui disent à des B2B, à des distributeurs B2B, B2A, voilà, nous, on vous donne le marché, mais seulement si on a une interface digitale pour passer nos commandes. Ouais. Sauf que nos commandes, on les passe sur un catalogue restreint de 1000 produits. On a un circuit de validation spécifique pour passer, pour valider des paniers. On a une carte spécifique étatique parce que nous, on est une collectivité, donc on paye en carte achat et pas en carte bleue. Et puis, nos règles de prix, elles s'appliquent sur un catalogue restreint, mais on veut que certaines personnes puissent quand même voir le reste du catalogue. Et quand on passe une commande, il y a les produits qui passent en marché, les produits qui passent en marché. Tu vois bien la complexité. Ouais, ça fait rapidement un labyrinthe, en fait. Exactement. Et c'est là où toutes les solutions du marché, aujourd'hui, elles répondent pas à ça. Et malheureusement, tous les distributeurs B2B ne peuvent pas se permettre de se prendre une équipe de développement, de mettre 500 000 sur la table et puis de s'inventer un système et une machine de guerre qui va gérer ça pour eux. Et Medusa, pour nous, c'est vraiment la réponse. Et ce qu'on a fait en tant qu'agence, c'est qu'on a joué sur le sujet Medusa. On est devenu des spécialistes du back-end Medusa. Le principe du headless, ça veut dire sans tête, ça veut dire qu'il n'y a pas de façade, il n'y a pas de front. Et donc, en fait, pour aller encore plus loin dans ce gain de temps qui est proposé aux distri, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le cœur de Medusa, on a créé un modèle et on a rajouté des plugins par rapport à des besoins spécifiques B2B. Et on est venu rajouter par-dessus ça nos propres fronts, web ou mobile. Et on en revient et ça nous amène au sujet de l'omnicanalité. Oui, c'est ça. Parce que... l'avantage du headless, ce qu'il faut quand même le dire, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on vient positionner la solution headless, donc en l'occurrence Medusa.js, au centre de l'écosystème de l'entreprise. Beaucoup de boîtes aujourd'hui, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent prendre leurs données ERP et elles viennent brancher un e-commerce dessus. Cool, mais en fait, tu as un gros niveau de dépendance. Parce que demain, tu veux changer de site, tu as une incidence côté ERP. Tu veux changer de ERP, ton site, il tombe. Tu vois ? Ouais, c'est ça. C'est quand même... l'incidence... T'as ton Lego, t'as ton Duplo, ça va pas ensemble. Exactement. Et donc, tu te retrouves avec tout le monde, en fait, beaucoup de boîtes du retail, en fait, capitalisent sur leur ERP comme étant le point central de leur écosystème digitaux. Sauf qu'il faut dire les choses comme elles sont. Les solutions ERP qui existent dans les métiers de la distribution aujourd'hui,
elles sont relativement vétustes Ouais. pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que c'est un marché, la distri, qui a explosé pendant les 30 Glorieuses. Et c'est en fin des années 90, début des années 2000 que les solutions se sont lancées. Et aujourd'hui, en fait, finalement, on est en 2025. Donc, si tu veux, les solutions, elles ont 30 ans pour la grande majorité d'entre elles. Et elles tournent toujours aujourd'hui. Tu prends l'exemple d'un AS400, etc. C'est des solutions qui font des miracles d'un point de vue performance, c'est génial. Mais elles sont vétustes et du coup, elles n'ont pas forcément fait tous les changements autour des connecteurs, des API, etc. Oui, et puis de toute façon, avec 30 ans de trucs, tu peux pas tout changer du jour au lendemain. Il faut quand même qu'on reste connecté à ce truc-là, mais il faut révolutionner la manière dont tu vas utiliser ça. Il faut répondre aux besoins croissants des consommateurs, donc des professionnels qui veulent consommer sur leur distributeur comme ils le font dans le perso. Et ces distributeurs-là, ils doivent s'adapter à ce marché-là en arrivant et en disant ok, il faut que je vous mette un outil web, il faut que je vous mette une app mobile, il faut que j'utilise des canaux, je vous mette des API à disposition pour que vous puissiez mettre à jour vos propres catalogues, vos propres sites web. Donc il y a une vraie digitalisation de marketplace, etc. Il y a une vraie digitalisation des cycles de vente. Le client qui vient en comptoir ou en agence, en fait, il a envie que voir son BL et sa commande sur son espace client. Il a envie de passer une commande en ligne, pouvoir venir la chercher en agence. En fait, il y a une vraie omnicanalité dans notre consommation de tous les jours. Tu le vois chez des géants, le luxe est très avancé là-dessus. Les Sephora, les LVMH, etc. Que tu vas en boutique, tu laisses ton truc en boutique, tu le payes en boutique, et tu le reçois chez toi. Enfin, tout ça, c'est sur un seul et même compte client. Donc, en fait, c'est même plus un enjeu technologique, c'est un enjeu data, en fait. Ouais. Et pour lever cet enjeu technologique, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient positionner Medusa JS au centre de l'écosystème du client. Et en fait, on s'en sert de middleware, en fait. C'est-à-dire qu'on va venir brancher l'ERP du client. Et de cet ERP, on va venir descendre les stocks, les prix, les produits, les refs, les codes EN, etc., tout ce qu'il faut. Éventuellement, si le client est assez mature pour avoir un PIM, parce qu'il a une grosse volumétrie de produits, PIM, c'est Product Index Management, donc c'est un gestionnaire de produits. Ce PIM-là, il va venir ajouter la photo, la description, le multilingue éventuellement, la documentation technique, tous les médias et l'enrichissement de la fiche produit. Mais on va aussi venir brancher des outils tiers. Typiquement, tu vas venir brancher de la barre de recherche, tu vas venir brancher du CMS pour venir mettre à jour tes pages, tu vas venir brancher de la data, de l'analytics, etc. pour que la boîte elle puisse absorber un maximum d'informations. Tout ça, on le rentre dans Medusa ou en partie. Et en fait, Medusa agrège ces différentes informations et va prendre dans le RP le prix, les stocks, va prendre dans le PIM les photos, etc. Va prendre dans le WMS éventuellement la valeur de stock, la quantité de stock, le stock par agence, etc. ou sur la plateforme, et va cracher ça sur une fiche e-commerce où au moment où la personne va charger, en fait, Medusa va interroger les différents systèmes et lui cracher une fiche e-commerce qui répond à ses besoins d'aide professionnelle. Et comment, du coup, donc là, il récupère la donnée. Et ensuite, comment il sait, Medusa, que un tel, il est à tel prix, un tel, il est à tel prix, un tel, il est à tel prix, du coup. Après, tu as une classification client. D'accord. Et souvent, les ERP, ça, le gèrent bien. C'est-à-dire que ça reste des outils qui sont faits pour la distribution. Donc, les ERP des distributeurs, des retailers aujourd'hui, ils sont clairement équipés pour faire ça. Ils ont des costumes clients, des prix à la ligne, des dérogations, des prix nets. Enfin, voilà, il y a tout ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Medusa, en requêtant le bon système pour le bon sujet au bon endroit, sous forme d'API, mais il y a aussi plusieurs possibilités compte tenu de la souplesse de la techno de faire du fichier plat, de faire du dépose de fichiers, de faire du web service. Enfin, on s'adapte en fait à n'importe quel outil. Aujourd'hui, on a intégré quasiment une dizaine de RP avec Medusa, et la réalité, c'est que peu importe la vétusté ou la capacité ou le côté récent de l'ERP, on arrive toujours à nos fins et on arrive toujours à agréger toutes les informations nécessaires pour le commerce en ligne dans Medusa. Et ensuite, on se sert de donc ça c'est la partie base de données, et ensuite on pousse ça sur des fronts e-commerce avec tous ces paramètres et ces conditions-là. Et sur ces conditions-là, on vient se servir des informations qu'on va chercher dans le système d'information du client pour aller plus loin dans la finesse et dans l'acte d'achat, c'est-à-dire le processus de vente, la validation des paniers, des moyens de paiement spécifiques. Après, tu as énormément de choses. Et c'est là qu'on va faire la différence. Parce que tu prends l'exemple d'un distributeur ou d'un fabricant, etc. Ce qui est intéressant dans leur manière de faire, c'est aujourd'hui, tu vas acheter un tournevis chez Leroy Merlin,
en vrai, un, c'est pour visser une vis, donc tu t'en fous. Mm. Et deux, tu vas prendre entre Leroy Merlin et Brico Marché. J'ai envie de te dire, alors ils ont des qualités et des prestations de services complètement différentes. Je veux pas leur taper dessus, mais ça change pas le fait que toi, ton besoin, C'est un tournevis. Il y a pas, Voilà, je dis c'est une vis, c'est pas grand-chose, quoi. Exactement. Simple. Un distributeur B2B, quand il vend, il peut pas se baser uniquement sur le prix. En fait, il a aussi du service, une qualité de service. Parce que s'ils existent, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont, dans leur manière de vendre, au-delà du disjoncteur ou du tournevis, qui est le même pour tout le monde, qu'ils achètent chez Legrand ou chez Facom, qui vont vendre à un artisan XYZ ou une collectivité ou à un industriel. C'est pas le produit finalement qui fait la différence. Que ce produit-là, ils peuvent l'acheter quasiment partout. Ce qui fait la différence, c'est le service. Ouais. Ce qui fait la différence, c'est la valeur ajoutée que ce distributeur ou ce fabricant, il est capable de donner à ses clients qui font qu'ils achètent chez lui. Alors oui, il y a les conditions tarifaires dedans, mais les conditions tarifaires, c'est pas tout. Et en fait, une des grandes difficultés du monde du B2B pour se digitaliser, c'est de ne pas avoir réussi, avec les solutions qui existaient jusqu'à maintenant, à transposer cette valeur ajoutée, cette finesse Leur métier ADN, finalement, en fait, quoi. sur le digital. Qui fait leur diff par rapport à l'autre, quoi. Exactement. Et grâce à Medusa, tu peux, quoi. Exactement. Et tes clients, alors, tu disais, tu as déjà fait une dizaine de trucs. Ils en pensent quoi? Ça se passe comment chez WebExpert quand on propose du Medusa aux clients? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? En fait, au début, il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire que les mecs, ils gèrent leur boîte principalement sur la base de leur ERP, tu vois. Ouais. Donc, et notre but, encore une fois, c'est qu'ils restent dans l'ERP. C'est-à-dire que le but, c'est pas qu'ils se paluchent une équipe de 10 personnes qui vont mettre à jour les photos, les prix, les machins, etc. et qui vont répliquer la base de données de l'ERP dans le site e-commerce. Tu vois, typiquement, je prends l'exemple, alors désolé pour eux, mais tu prends l'exemple d'un PrestaShop. PrestaShop, si tu charges pas ta base produit dans PrestaShop, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Ouais. Après, tu peux avoir du prix dynamique, tu peux installer des modules, ok, mais ça change pas que à partir du moment où tu mets pas de produit, puisque la quintessence de la base de données fonctionne sur du produit, à partir du moment où tu mets pas de produit, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes produits doivent être et dans ton ERP et dans ton site, ou tes produits doivent être, en tout cas, à plusieurs endroits de ton système d'information. Et donc, c'est une problématique parce que tu te retrouves à répliquer la donnée. Le fait de dire un Medusa, il est en middleware et vient consommer la donnée qu'il faut au bon endroit. Alors, il peut la stocker pour des raisons de disponibilité sur le site, etc. Mais en tout cas, c'est pas lui le master, c'est pas lui le maître, en fait. Et ça change complètement le paradigme. C'est-à-dire qu'on dit aux distri et à nos clients, arrête de demander à ton éditeur de RP de plier le truc en 4 pour tes besoins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger plusieurs outils qui font parfaitement ce dont tu as besoin, nativement. Et ensuite, on va venir pousser le sujet dans Medusa. Et c'est Medusa ensuite qui va faire tes canaux digitaux. C'est assez intéressant parce que du coup, tu as des cas d'usage hyper différents. On a des clients qui nous disent moi, le géant du marché, il a une application mobile. Les mecs, ils sont dans leur camion, ils regardent ce dont ils ont besoin sur leur chantier. Ils sont arrêtés quand même. Quand je suppose. J'imagine. Mais je juge pas. Résultat des courses, ils regardent sur l'app mobile, sur le chantier, ils scannent un produit. Tiens, il est dispo. Et puis éventuellement, ils font l'effort d'aller voir chez leur distributeur indépendant ou chez leur fabricant habituel, si éventuellement c'est aussi dispo. Mais quand tu as un géant du marché qui lead et qui du coup lead très fort sur les sujets digitaux, du coup, tu es obligé, toi, de te mettre au niveau là-dessus. Donc, tu as des gens qui ont besoin d'app mobile. Tu as des gens qui ont besoin de e-commerce pur parce que y a des sujets de contrat de marché, contrat cadre, contrat d'achat. Il y a plein de sujets hyper intéressants dans le B2B. Tu vois, on peut parler de fonctionnalités de punch-out. Donc, en fait, l'acheteur, c'est quoi un punch-out? C'est l'acheteur qui vient sur ton site, il fait son panier et au moment où il valide, ça lui régénère son panier sur son site à lui pour lui faire une commande d'achat. D'accord, ouais. Donc en fait, il achète vraiment jamais en ligne, mais ton catalogue sert à générer sa commande. C'est ça, okay. Et donc, c'est typiquement des cas d'usage qui sont hyper spécifiques et sur lesquels, si t'es pas un peu armé, si tu comprends pas les finesses de ce métier-là, en fait, tu te plantes en e-commerce, en B2B.
Parce que c'est pas C'est possible. fatal de se planter en Bah, B2B. Enfin, Alors tu disais. c'est fatal, et puis c'est surtout que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les mecs qui chaient chaud des crins l'eau froide. C'est-à-dire que les mecs, ils ont plus envie d'y aller. Ouais. Tu leur dis, écoute, faudrait qu'on digitalise cette partie-là. Le client, il demande, etc. Les commerciaux, ils demandent. Ils ont besoin sur le terrain pour montrer les choses. On est encore à imprimer des catalogues papier alors qu'on a tout en digital. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, non, parce que un jour, on leur a dit, quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans la distri et dans le retail et dans les spécificités de ce métier est venu leur dire, bah t'inquiète, je te mets un Shopify, un PrestaShop, un Magento, ce que tu veux. Et puis en fait, ils se sont retrouvés avec des réplications de fichiers partout, des photos partout, des trucs machin. Et en fait, sur 500 000 ou 700 000 refs, c'est ingérable. Ouais, c'est- Donc il y a ce sujet-là. Tu vas aussi pouvoir utiliser Medusa pour aller répondre à des besoins spécifiques. Donc je parlais d'alimenter une app mobile, je parlais d'alimenter un site. Potentiellement, tu peux aussi alimenter des marketplaces. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, headless, ça veut dire tu fais ton propre front, mais ça veut aussi dire tu fais potentiellement du multi-front. Ouais, c'est ça, en Tu fait. vois, c'est-à-dire que c'est une base de données qui agrège les informations de l'entreprise, mais théoriquement, Qui envoie partout. tu peux envoyer sur un canal e-commerce, sur un canal mobile, sur 2 canaux e-commerce. Tu as une marque B2B et peut-être même une marque B2C, ou tu as 2 marques B2B dans la même entreprise. Il y a beaucoup de PME distributeurs aujourd'hui qui sont multimarques. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font quand ils font tes multimarques sur du CMS traditionnel? Je duplique à Je fais chaque un site, fois. et puis je duplique mon site, puis j'en fais un deuxième, puis je du machin. Là, l'idée, c'est j'ai un Medusa sur lequel je peux venir brancher la marque A, la marque B, la marque C, l'app mobile A, l'app mobile B, l'app mobile C. Et en fait, c'est des canaux de vente, c'est-à-dire que le site est devenu un canal de vente et pas une machine à part entière, complètement monolithique, dans laquelle j'ai toutes mes informations. Du coup, comme c'est un canal de vente, en gros, moi, je peux commencer mes achats en tant que B2B sur mon iPhone, et puis je renvoie à ma secrétaire chez elle, et elle va retrouver exactement le même truc parce que c'est léger et agile, quoi. Alors, tu as plusieurs sujets. C'est-à-dire que tu as effectivement ça, c'est-à-dire je peux escalader mon panier. C'est-à-dire je fais un panier et j'ai quelqu'un au bureau qui va pouvoir le passer en commande. Ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de validation de panier. Ça marche aussi bien sur des petites boîtes qui veulent pas donner des autorisations à quelqu'un pour passer des commandes que dans des collectivités où il faut qu'il y ait un supérieur qui valide la commande pour des raisons budgétaires. Et puis après, tu as surtout le sujet de l'omnicanalité. C'est je suis sur vu qu'en fait les fronts ne sont que des façades et sont branchés sur le même bac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'utilise mon app, elle est branchée sur mon Medusa, je mets mes produits au panier, je fais un panier, ce panier, j'arrive le soir au bureau, je retrouve mon panier sur mon site e-commerce et j'ai la possibilité de passer la commande qui va se retrouver et sur l'app et sur le site. Et si demain je suis aussi consommateur d'une autre marque dans cette entreprise-là, en fait, je vais avoir mon historique en fonction de ce qui va être fait partout. Du coup, c'est plus qu'un outil pour acheter, c'est aussi un outil de travail. Parce que la comptable de l'entreprise, elle va aller sur le site, elle va télécharger ses BL, ses factures, ses avoirs, ses informations. C'est un vrai miroir du système d'information de l'entreprise. Et donc, tu vois, il y a plusieurs thématiques. Il y a Medusa, en fait, ça casse les freins des solutions monolithiques d'avant. Medusa, ça permet, avec ce back-end, de faire un ou plusieurs fronts, ce qui rend le commerce en ligne de l'entreprise complètement et parfaitement omnicanal. Et en plus de ça, vu qu'il pioche dans le système d'information de l'entreprise pour pousser ces infos en ligne, évidemment choisies, du coup, ça devient un vrai outil de travail pour aller faire la gestion quotidienne et digitaliser la relation d'affaires, ce qui est de plus en plus demandé par beaucoup des clients, même dans la relation entre professionnels. Okay. Donc en fait, maintenant, si je veux utiliser Medusa, j'appelle qui? Alors, tu peux nous appeler nous, évidemment. Mais blague à part, aujourd'hui, Medusa, c'est une technologie qui n'est pas forcément très démocratisée. En fait, elle nécessite une capacité, une connaissance technique quand même relativement importante. Compte tenu de sa souplesse et de sa capacité à s'adapter, évidemment, il faut être développeur. Il faut être développeur qui connaît... il faut être développeur JavaScript et il faut être développeur JavaScript, TypeScript qui connaît Medusa pour pouvoir savoir comment on le transpose et on répond aux besoins du B2B. C'est notre spécialité chez WebExpert. On a pris ce créneau-là pour vraiment être ultra pertinent quand on répond à des besoins de fabricants ou de distributeurs. Je pourrais te donner plein d'exemples de fonctionnalités spécifiques auxquelles on a répondu à des besoins métiers. C'est quoi la plus chelou à laquelle tu as dû répondre?
Il y en a pas des chelous ou des pas chelous. En fait, c'est juste des besoins business. Tu prends un exemple récent, un client qui est distributeur et fabricant. Donc, il y a des produits qu'il achète, qu'il revend, et il y a des produits qu'il fabrique. Il te dit, ouais, mais c'est bien d'afficher le stock de l'ERP, mais si le produit, il est fabricable, mais pas encore fabriqué, on fait comment sur la gestion du stock? Bah, on sait pas en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on met en place des mécaniques en disant, ok, bah on va aller lire la gestion du stock fabriqué, ce qui va nous permettre de dire au client en ligne, ça c'est la quantité que j'ai disponible tout de suite que je peux te livrer en 24 heures. J'ai tant fabricable, ce qui veut dire qu'il faut que j'aille faire des compositions de produits pour savoir ce qui est fabricable sous forme de nomenclature technique, pour te dire, bah en plus des 50 que j'ai en stock que je peux te livrer demain, je peux en produire 200. Avec un délai de 3 ou 4 jours de plus. Et après, si tu en veux plus, tu peux passer sur commande et voilà mes délais moyens. Ah ouais. Tu vois la différence? Ce qui change complètement le paradigme du e-commerce. C'est c'est en stock, c'est pas en stock. Bah ouais, mais en fait, quand t'es un pro, c'est pas suffisant comme information. Non. C'est pas assez précis. Et en fait, encore une fois, tu l'achètes pour le revendre à ton client en grande majorité ou pour ta production. Et tu peux pas te permettre de dire, bon, bah, t'es en B2C, t'achètes un coussin pour la maison, c'est super. Ton coussin, il arrive jeudi ou il arrive vendredi. Tu devrais t'en sortir, tu vois. La réalité, les gens, ils ont tendance un peu à péter un câble en e-commerce sur ouais, j'ai pas reçu ma commande, ils ont un jour de retard et tout. Les gens, ils mettent des avis sur Google comme ça. On vit dans une société de fous, mais ça, c'est juste parce que les gens, ils sont un peu agressifs. Et puis le online, c'est un défaut. Mais il n'y a pas d'enjeu, en fait. Mais il n'y a pas d'enjeu. C'est ça que je veux dire. Confort. Mais toi, demain, tu as une pièce machine où tu dis en ligne, je te la livre dans 48 heures. Et en fait, tu as un problème de stock ou de rupture. Et en fait, le site, il disait pas la bonne information. Et tu la livres en 96 heures. Bah en fait, s'il y a une machine-outil derrière, s'il y a une chaîne de production, s'il y a un artisan qui a besoin de livrer un chantier, en fait, la conséquence économique de pas avoir la bonne data, de pas avoir la bonne information, elle est juste colossale, en fait. Colossale, ouais. Et c'est ce qui différencie le B2C du B2B. Ouais. Et ce qui crée l'appréhension des distributeurs et fabricants B2B à digitaliser leur processus de vente. Parce que, encore une fois, le marché, il est dominé par le B2C. Et parce qu'il est dominé par le B2C, le discours qu'on en tient à ces gens-là, c'est un discours de « Non mais t'inquiète, moi je vais faire 20% sur tes ventes. Non mais t'inquiète, tu as tous les mecs qui disent « Ouais, je vais te mettre premier sur Google, etc. » Génial, super les gars. Mais en fait, il s'en fout, le type. Le gars, ça fait 40 ans qu'il existe. Il est sur une région qui est bien mappée. Il a des commerciaux qui vont chez les clients tous les jours. À faire de la pub sur Google, il en a rien à taper. Ouais. Par contre... Le gars qui vient acheter tous les jours au comptoir, il vient grogner parce que lui, il aimerait bien acheter sur une app mobile ou il va pas changer ses habitudes d'achat. Il fera pas plus de chiffre d'affaires, le distributeur fabricant. Faut se mettre ça dans la tête. Il fera pas plus de chiffre d'affaires. Par contre, il va apporter du service complémentaire à son client. Et donc, la digitalisation du B2B, c'est pas une question d'augmenter les volumes. Pas que. C'est aussi garder encore plus ton client. En fait, quoi. Ce qu'on appelle protéger ton business. Dans leur marché, ce qu'on appelle le taux de pénétration. Ouais. C'est-à-dire que, je te donne l'exemple du monde de l'électricité, de la distribution de matériel électrique. Les distributeurs de matériel électrique, ils achètent à Guerre, Schneider-Legrand, enfin les géants de ce marché, et ils vendent à des artisans électriciens ou des industriels. L'artisan électricien, il a tous les outils qui vont bien à droite à gauche pour pouvoir consommer comme il veut. Cet artisan électricien-là, quand il consomme du matériel, il consomme jamais tout son matériel au même endroit. En tout cas, c'est rare. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'il consomme, allez, je vais le dire un peu franco, 35 ou 40% chez son distributeur local, et puis 50 ou 60% chez des géants comme Rexel ou Sonepar, qui ont des agences partout en France et qui sont des groupes internationaux. Donc forcément, il y a une partie du chiffre d'affaires qui va à plusieurs endroits de l'écosystème. Un peu comme toi avec tes courses. Un coup, tu vas à Carrefour, un coup, tu vas à Monoprix, un coup, tu vas à machin. Tu vas pas toujours au même endroit tout le temps. Et potentiellement, ton budget course global mensuel, il est réparti entre différentes enseignes de la grande distribution. En fait, dans la distribution B2B, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as souvent plusieurs fournisseurs pour un sujet. Et du coup, tu vas acheter chez plusieurs fournisseurs le même produit. Et en fait, ce que les distributeurs ils cherchent à faire, c'est pas d'avoir plus de clients. C'est pas de faire de l'acquisition de nouveaux clients tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter le taux de pénétration sur les clients qu'ils ont déjà.
un artisan électricien qui consomme 200 000 euros de produits de matériel électrique par an, il va en acheter 80 000 chez son distributeur local et 120 000 chez Rexel. Ce que cherchent à faire les géants et Rexel, c'est de prendre un maximum de ce volume-là, évidemment. Et ce que va chercher à faire l'indépendant ou le distributeur, et notamment les distributeurs qu'on accompagne avec des solutions comme Medusa, ça va être de passer de 80 000 à 90 000 ou 95 000. Parce que les 10 points ou les 15 points qu'il aura pris en RAB, c'est pas de l'acquisition client, c'est offrir suffisamment de services pour que le client, il consomme dans son volume global un petit peu plus sur le gars. Parce que c'est plus simple. Parce que c'est plus simple, parce qu'on lui a apporté le bon service, parce que c'était le bon moment, il l'avait en stock, on avait l'information qu'il avait en stock, et donc j'ai pas perdu des ventes. Résultat des courses, on est tout à fait capable de dire à un distributeur, tu vas augmenter tes ventes de 8 ou 10%. C'est ça, Mais par contre, ne vendez pas aux distributeurs le fait qu'ils vont faire 10% de clients en plus, c'est faux. C'est ça. Et en fait, il faut une connaissance pointue et fine de ce marché pour comprendre ça. Parce que les mecs, ils arrivent comme des marchands de tapis, on va vendre un e-commerce, c'est génial, ça va être trop cool. Ou alors, il y a quelqu'un qui est arrivé au marketing dans la boîte, il faut qu'on se modernise, comment on prend le sujet. Et en fait, le fait de ne pas être spécialiste de cette mécanique-là, tu as une chance, t'as une chance sur deux, grosso modo, de prendre le sujet par le mauvais bout. Ouais. Et même plus que ça, parce que vu que les solutions monolithiques CMS traditionnelles sont plus accessibles, moins chères, plus démocratisées, tu trouves plus facilement des gens qui vont te recommander ça que des gens qui vont te recommander du full custom avec des intégrations ERP de malade ou une solution comme Medusa JS aujourd'hui. Résultat des courses, tu as plus de chances de choisir un truc sur lequel tu vas te planter et pas parce que le gars qui va te le faire, il est pas bon. Tout simplement parce que l'outil n'est pas conçu pour répondre à tes besoins métiers et que même si tu restes dans le carcan de l'outil, admettons, tu restes dans le carcan de l'outil, en fait, il va te manquer plein de fonctionnalités qui font ta différence sur le terrain aujourd'hui. Et du coup, tes clients, ça les intéresse pas parce que quand ils viennent acheter au comptoir, ils ont la bonne remise, les bonnes infos, le bon truc, la bonne documentation, etc. Alors qu'en ligne, ils ont une photo, un prix et c'est à peu près tout, en fait. Et c'est pas suffisant dans le B2B. Donc, voilà ce que les clients... Pas cette confiance. Là, avec Medusa, tu vas pouvoir redonner la confiance que tu as au comptoir, les mêmes avantages que tu as au comptoir. En fait, tu transposes les services d'un distributeur ou fabricant B2B en ligne. Et c'est ça le game changer que Medusa représente. Et encore une fois, je reviens sur l'explication de tout à l'heure. Medusa, c'est une solution headless, open source. Donc, elle a ce double avantage d'avoir cette souplesse et cette flexibilité d'intégration et d'être parfaitement, disons les choses comme elles sont, d'être parfaitement gratuite à l'installation. Après, il faut construire dessus. Mais c'est le principe du moteur et de la voiture. Une fois que tu as déjà le moteur, oui, tu vas te faire ta propre carrosserie, mais ça coûte quand même moins cher à l'acquisition que si tu avais tout fait de zéro. Et puis le temps est aussi réduit en termes de déploiement. Donc c'est vraiment un gain pour le monde de la distribution que je trouve important, intéressant et qui lève ces différents freins-là. Et Medusa aujourd'hui est une techno européenne, une techno headless, une techno open source. Et donc, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'avantages pour le monde du B2B qui n'est pas prêt, disons les choses comme elles sont, qui n'est pas prêt à payer 1% ou 2% de fee à Shopify. Encore une fois, tu fais 1 million de chiffre d'affaires, c'est stylé, tu fais 100 000 en ligne, ça te coûte 1000 balles de Shopify, vas-y, c'est parti, il n'y a pas de sujet. C'est pour la renommée, quoi. Ouais, mais en fait, c'est pas ça la réalité du B2B. Le B2B, j'ai pas le chiffre exact, mais ça doit représenter peut-être 50, 60, 70, 80% des flux commerciaux dans le monde, l'échange entre professionnels. Le B2C, certes, il est beaucoup plus digitalisé et beaucoup plus de marge, mais il représente beaucoup moins de transactions. Donc en fait, quand tu parles avec un distributeur B2B qui veut se digitaliser, le mec, il vient pas te dire je veux passer de 100 000 à 500 000 de chiffre d'affaires. Le gars, il dit on fait 100 millions, il y a 10% de notre business qui va passer en ligne. Bah ouais, mais ça veut dire que du jour au lendemain, tu ouvres un site qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc il faut la capacité technique, les commandes, mais c'est surtout qu'il n'est pas prêt à payer 2% de fee là-dessus, même si demain Shopify était vraiment hyper bon sur la partie B2B, ce qu'ils sont en train de devenir parce qu'ils font beaucoup de R&D et ils s'y mettent progressivement, mais le frein, il est même pas dans la techno. Le frein, il est tout simplement sur le coût d'implémentation de la solution. Parce qu'en plus de ces 200 ou 300 ou 500 cas par an que tu vas devoir lâcher à Shopify pour des raisons de fee, en plus de ça, il faut quand même faire le site.
Faut quand même faire les intégrations à ERP, faut quand même faire les intégrations PIM, WMS, faut quand même faire du dev custom. Donc, je prends un exemple. Admettons, faire un site Medusa, ça te coûte 100 000 balles. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus cher qu'un PrestaShop à 25 000, mais ça reste quand même, en termes de valeur ajoutée, ça change quand même les choses. Si c'était du custom, t'en aurais pour 300. Donc déjà, entre 100 et 300, déjà, tu gagnes au change. Et si c'était sur du Shopify, pour faire le même périmètre d'intégration technique, ça te coûterait quand même entre 80 et 100 000 balles. Mais par contre, derrière, chez Medusa, tu vas payer ton serveur, ton équipe. Mais de l'autre côté, tu n'as plus de fees puisque la techno, elle est open source. Chez Shopify, ça va te coûter... Donc si tu fais le calcul sur 5 ans, moi, perso, je suis chef d'entreprise dans le métier du retail et de la distribution. J'y vais pas, tu vois, parce que c'est plus un site à 150 000, c'est un site à 1 million. Oui, parce que tous les ans, Parce que tous les ans, je paye des filles, etc. Ça, voilà. Donc, pour moi, le marché, il a trouvé sa techno phare. Il y a des produits SaaS, des produits comme BigCommerce, comme Just, etc., qui sont des super solutions, mais qui restent SaaS. Et en fait, qui reste dans cette même veine que Shopify, c'est-à-dire je paye des fees sur mon transactionnel ou en mensuel assez élevé. Et donc, quand je suis petit et que je fais jusqu'à 2, 4, 5 millions de chiffre d'affaires, c'est vrai que c'est des solutions qui peuvent potentiellement être intéressantes. Dès que je passe au-delà, en fait, le coût de run sur 3 ans ou sur 5 ans va être colossal au rapport d'un site open source qui serait construit sur une solution comme Medusa JS. Donc, pour reprendre sa liberté, il faut passer par Medusa, quoi. On va considérer que nous, c'est comme ça qu'on perçoit les choses, tant dans l'expertise technique qu'on apporte que dans le sujet de comment on répond aux besoins du B2B. Encore une fois, le marché du e-commerce, il a quand même beaucoup bougé. Tu vois, on est parti d'il y a 10 ans sur des WooCommerce à aujourd'hui, à des PrestaShop Magento et à aujourd'hui à des solutions plus headless, mais aussi beaucoup SaaS, parce que le SaaS domine ce marché. Le marché, il a beaucoup changé. Et dans le monde du e-commerce, et surtout en B2C, c'est en train d'exploser. C'est-à-dire que tu as les sujets d'IA générative, des sujets d'identification et de résolution d'identité, des sujets de server-side. Enfin, il y a énormément de thématiques e-commerce qui sont traitées en B2C que le B2B est très très loin d'adresser. Mais en fait, j'ai envie de te dire aussi qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire que savoir qui a fait un panier sur ton site quand tu es un B2C, c'est hyper intéressant parce que ça te permet de marketer, réduire tes coûts ads, etc. Quand tu es un B2B, de toute façon, les gens qui ont accès à ton site, c'est tes clients déjà. Donc ça t'intéresse pas, en fait, ce genre de R&D. Tu les connais déjà, en fait, les éventuels clients. Complètement ça. Ce que tu veux, c'est juste qu'ils puissent acheter plus facilement et être sûr des infos que tu leur donnes. Exactement. Et donc, l'idée, c'est d'arriver sur des solutions plutôt comme ça, où tu arrives à répondre à la spécificité du marché, avec la bonne technologie, en levant les bons sujets. Et en fait, il faut quand même être accompagné. Évidemment, je presse pour ma paroisse, mais il faut quand même être accompagné d'une boîte qui comprend ton métier. Parce que c'est ça qui va faire toute la différence dans la valeur ajoutée que tu vas réussir à avoir. Tu fais le traducteur, en fait, entre les spécificités du métier et comment tu adaptes à Medusa, quoi. C'est ça, en fait, la valeur ajoutée. Et puis même pour apporter, quoi. Au-delà de cette traduction, ce qu'on cherche à faire, c'est rendre la digitalisation des processus de vente B2B accessible à tous. C'est vraiment la mission de WebExpert aujourd'hui. Et dans cette mission-là, on cherche à changer le paradigme de la gestion de la data dans l'entreprise pour aussi faire économiser des coûts aux entreprises, parce que certes, ton site, il va te coûter, ton app, elle va te coûter, ton écosystème e-commerce, il va te coûter, mais en fait, à partir du moment où il nécessite plus de ressaisie entre le PIM, le RP, le WMS, que les commandes, elles descendent automatiquement, que c'est un outil supplémentaire de canal de vente, mais qui ne nécessite pas de ressources et de ressaisie, en fait, c'est un gain de temps qui est colossal pour l'entreprise, et ça lui permet aussi de restructurer. Tout le monde a besoin de faire des économies en ce moment. Quand tu commences à dire à quelqu'un, écoute, tu veux grandir sur ce sujet-là, tu vas gagner 2 ETP. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu les enlèves. Ça veut dire qu'ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose de plus intéressant parce qu'on va automatiser les processus digitaux de vente chez toi. En fait, 2 ETP à l'année, quand tu vois ce que ça coûte aujourd'hui, c'est pas un investissement qui est neutre. Donc,
il y a un vrai gain par l'automatisation, la flexibilité, la simplification, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec Medusa.js. On croit beaucoup à cette technologie-là. On pense que c'est vraiment une techno qui est en train d'exploser et sur laquelle il faut vraiment prendre le créneau. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on fait de la R&D dessus, donc en France, en tout cas, on est très très en avance sur cette technologie-là. Mais il faut suivre Medusa, faut regarder ce que nous on fait. On publie régulièrement des stories ou des sujets de mise à jour. Et puis on essaie d'adresser et de partager avec la communauté des distributeurs et fabricants ce qu'on a fait chez les uns et les autres. C'est pas une question de balancer les infos, c'est une question de dire ça aussi ça pourrait être intéressant pour ton cycle de vente. Ça aussi, ça pourrait t'apporter de la valeur ajoutée. Et du coup, en fait, à chaque fois que tu as fait quelque chose, tu capitalises sur cette expertise-là et ça te rend d'autant plus pertinent pour le projet d'après. Plus il y en aura, plus ça sera performant, quoi. Exactement. Go sur Medusa, quoi. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Valentin. C'était Merci passionnant. à toi. À très bientôt. À très bientôt.